Dans le cadre du projet de conception d'EMA 12, notre groupe composé d'Aurélia, Antonin et moi-même a décidé d'étudier le sujet suivant: concevoir un vélo avec le plus de pièces polymères possible. La problématique centrale de ce projet a été de se demander comment était-il possible de garder, voire améliorer les propriétés mécaniques d'un vélo, entre guillemets commun, tout en utilisant un maximum de matériaux polymères. Mais avant cela, il nous semblait judicieux de réfléchir aux différents concepts innovants de notre vélo. Pour cela, nous nous sommes inspirés de vélos un peu futuristes que l'on peut trouver sur internet. Les idées qui sont ressorties majoritairement sont le fait que les roues soient increvables et que l'on utilise du faux LED pour l'éclairage avant et arrière de notre vélo. En effet, sa fine épaisseur et sa flexibilité permettent d'épouser idéalement la forme du cadre et de mieux absorber les chocs. Ensuite, en ce qui concerne le cahier des charges, le point le plus important est bien évidemment d'utiliser un maximum de matériaux polymères pour la conception de notre vélo. Cela ne doit cependant pas nuire aux propriétés mécaniques et à la fonctionnalité du vélo. C'est pour ces raisons que nous avons pris soin de prêter attention à la rigidité de l'ensemble, sa résistance au choc, ou encore aux vibrations que pourrait ressentir le cycliste, le poids du vélo et son ergonomie. En effet, il semble évidemment nécessaire de concevoir un vélo ayant un aérodynamisme optimal et facile d'utilisation. Tous ces paramètres reposent essentiellement sur les matériaux utilisés et donc sur le bon procédé de fabrication de chaque partie du vélo. Malheureusement, certains de ces points ne seront pas respectés, ou du moins pas totalement. Il va être nécessaire de faire des concessions et des compromis. Comme nous venons de le voir dans le cahier des charges juste avant, nous avons principalement orienté nos recherches sur une optimisation des propriétés mécaniques du produit. Il a donc fallu faire des concessions et des compromis à ce niveau. C'est pour cette raison que le cadre sera réalisé à l'aide d'un matériau favorisant la rigidité de l'ensemble et non pas le caractère recyclable. Il a également été nécessaire de faire un compromis au niveau des pédales. En effet, nous avons favorisé l'absorption maximale des vibrations à la perte minimale d'énergie que l'utilisateur transmet aux pédales pour avancer. Enfin, en ce qui concerne les roues increvables, nous avons favorisé les propriétés mécaniques, en particulier la résistance au choc, au procédé de fabrication. Tous ces compromis et concessions nous ont amenés à utiliser des matériaux et des procédés de fabrication bien spécifiques. Analysons pour cela les polymères et les composites choisis pour la conception du vélo. Pour répondre aux conditions principalement mécaniques que l'on s'est fixées dans le cahier des charges, nous avons utilisé principalement deux composites. Le premier est composé d'un tissu de sergé de fibre de carbone qui gardera sa forme à l'aide d'une résine époxy thermodurcissable utilisée comme matrice. L'ensemble sera utilisé pour le cadre en raison de sa rigidité. Le second composite est obtenu en associant un tissu de sergé de fibre de lin avec une résine thermoplastique, le PEI. Nous avons choisi le PEI pour sa résistance élevée, sa tenue au fluage sur une large plage de température notamment. Ce composite sera utilisé pour le guidon et les pédales. Le reste des pièces qui composent le vélo, à savoir le pédalier, la selle et les roues, sont toutes réalisées via impression 3D. L'impression 3D sera de type FDM pour le pédalier et les roues, respectivement en PLA et en ABS, tandis que la selle sera réalisée par stéréolithographie SLA. Nous expliquerons dans la partie procédé de fabrication les raisons pour lesquelles nous avons choisi ces matériaux pour l'impression 3D. Donc maintenant, nous allons parler de la partie recyclage de notre vélo. L'un des principaux atouts de la fibre de lin à matrice thermoplastique, c'est sa capacité à être recyclée. Il ne va pas pour autant altérer la qualité des fibres. Donc les composés en fibre de lin peuvent être recyclés, compostés ou incinérés en fin de vie. Donc, la fibre de lin est compostable et donc biodégradable et il va permettre d'enrichir le sol en matière organique. On peut recycler la fibre de lin par recyclage mécanique, qui consiste à détruire le composite en le déchiquetant et en le broyant avant de le tamiser. Il est ainsi possible de séparer les fibres présentes dans le composite. Les fibres peuvent ainsi être récupérées, bien qu'elles aient subi une légère dégradation, et sont encore patiemment recouvertes de la matrice.
mais elles peuvent être réutilisées pour fabriquer d'autres produits. Il y reste seulement une petite partie de la matrice. On peut également faire le recyclage par remoulage, qui consiste à faire fondre le polymère avant de le remouler. Et c'est possible dans le cas uniquement parce que nous avons choisi une matrice en résine thermoplastique, qui est le PEI. Les fibres de lin polluent donc beaucoup moins que les fibres de carbone. En effet, les fibres de carbone doivent être rejetées en partie dans la nature, ou si on veut les recycler, il faut utiliser des agents chimiques, ce qui n'est pas la solution la plus écologique. De même pour la dernière méthode qui est l'incinération, qui consiste à récupérer les gaz libérés pour produire de l'énergie, à part le dioxyde de carbone qui lui va être rejeté dans la nature. Cette seconde solution n'est pas non plus la plus écologique. Donc la fibre de lin est une fibre qui a une très grande longévité, bien qu'elle va subir un vieillissement naturel, que ce soit au contact de l'eau, des rayonnements ultraviolets et de la température. Par exemple, si la température est trop élevée, il peut se décomposer. Donc pour le protéger de ces phénomènes, on peut réaliser des différents traitements, que ce soit des traitements thermiques, en utilisant des agents anti-UV par exemple, et ça va permettre d'augmenter sa durée de vie. A l'inverse, un composite en fibre de lin ne va pas subir de vieillissement naturel. Ses caractéristiques mécaniques ne vont pas varier au cours du temps. En ce qui concerne le recyclage du PLA, qui, comme il est fait à base d'amidon de maïs, il est entièrement biodégradable. C'est-à-dire que certaines bactéries et enzymes vont le dégrader. Il peut donc se recycler par hydrolyse thermique sans perdre ses propriétés. Donc en théorie, il suffit de le broyer, le faire fondre et de le tréfiler. Par contre, l'ABS n'est pas biodégradable. Il a été nécessaire par la suite de moderniser notre produit et lui apporter une plus-value. Pour ce faire, dans un premier temps, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées au produit. En effet, les poignées du guidon sont chauffantes, ce qui apporte un confort non négligeable à l'utilisateur, durant l'hiver notamment. Le vélo est également composé d'une batterie légère et compacte qui est logée dans le cadre. Celle-ci permet de pouvoir par exemple recharger un appareil à l'aide d'une prise USB accessible facilement sur l'avant du cadre. Dans un second temps, nous avons modernisé notre produit en introduisant un pédalier, un système de freinage et d'éclairage innovant. En effet, comme nous le verrons juste après dans la partie consacrée au design, un système d'engrenage remplace la chaîne d'un vélo commun et permet la rotation de la roue arrière, ou encore l'éclairage est complètement intégré dans le cadre. Pour ce vélo, nous avons choisi de simplifier au maximum les lignes déjà présentes. Nous sommes partis de l'idée qu'on pouvait supprimer toutes les pièces métalliques, comme le système de pignon courroie, ainsi que les rayons. On a réalisé la modélisation sur CATIA RV5 en ajustant le design au fur et à mesure à partir du modèle designé. Nous sommes arrivés du coup à une première version assez rudimentaire mais représentant bien le design global du produit. Par la suite, nous avons appliqué les matières telles que la fibre de carbone ou bien le PLA à notre vélo à partir des caractéristiques physiques du matériau. Pour simplifier la modélisation, les freins ou toute autre finition ont été négligés pour se concentrer que sur la forme générale du produit. Nous avons réalisé une première estimation de poids et ce n'était pas du tout concluant. Le vélo faisait plus de 20 kg et 9 kg pour le cadre en lui-même. Donc il a fallu alléger le vélo en l'amincissant. Nous avons aussi cranté les roues pour permettre une meilleure accroche avec les pignons. De plus, cela allège ces dernières sans trop les affecter mécaniquement. Puis on s'est trouvé face à un dernier problème, l'angle de la selle. Comme vous pouvez le voir, elle était bien trop haute et bien trop pentue, donc on a corrigé cela pour avoir une posture plus agréable. Ce vélo a une allure agressive, très compétitive due à son penchant vers l'avant. Si nous devions le catégoriser, il serait considéré comme un vélo futuriste ou plutôt aussi un pignon fixe en raison de son absence de roue libre. Enfin, il se compose de 7 pièces, ce qui simplifie grandement la maintenance. Mais faut pas se cacher que pour des pièces composites ou plastiques,
On va souvent avoir recours au remplacement plutôt qu'à la réparation. L'utilisation de la fibre de carbone et de la fibre de lin nous permet d'avoir un gain de performance grâce à leur légèreté. Cela va permettre de réduire la consommation énergétique et d'améliorer l'aérodynamisme. Par contre, l'inconvénient majeur de la fibre de carbone est dans le fait qu'elle est difficilement réparable. Il y a un risque de casse très important. En effet, une fissure de la fibre de carbone peut entraîner une rupture du cadre. L'ancrage des leviers de vitesse va se casser ou le support de la selle ou de la chaîne va se détruire. Les roues sont également plus performantes grâce à l'utilisation de l'ABS, qui va permettre de davantage résister à l'usure du temps. À présent, intéressons-nous au procédé de fabrication des différentes pièces du vélo en fonction du matériau choisi. Tout d'abord, le premier procédé de fabrication est l'impression 3D. En effet, l'ensemble pédalier-plateau sera réalisé par impression 3D FDM avec dépôt de matière fondue. Nous avons choisi du filament ou PLA. Pour les roues, on utilise le même procédé de fabrication, mais cette fois, le matériau utilisé est l'ABS en raison de sa résistance au choc, le fait qu'il ne soit pas déformable et durable dans le temps. En ce qui concerne la selle, nous avons opté pour la stéréolithographie, donc SLA, en raison d'une souplesse plus importante du produit final et de la précision du dépôt. Cela apportera un confort supplémentaire à l'utilisateur. Ce type d'impression 3D est obtenu à l'aide d'une résine qui est polymérisée à des endroits bien spécifiques à l'aide d'un laser, comme vous pouvez le voir sur les vidéos actuellement. Le reste des pièces a ensuite été obtenu suivant un second procédé, à savoir la mise en forme d'un tissu de sergé autour de pièces modélisées en amont, vessie ou ossature, en fonction de la complexité de la géométrie de la pièce, à l'intérieur d'un moule qui subira de l'autoclavage pour améliorer les propriétés. Dans la vidéo, on voit un exemple avec un tissu aux fibres de carbone. Une fois bien appliqué, l'ensemble est déposé dans un moule hermétique. De la résine époxy va également circuler le long de la pièce à l'intérieur du moule pour imprégner la totalité des fibres de carbone. Une fois que le tout est sec, on retire l'excédent de résine et les supports. La pièce est prête. Pour l'impression 3D du PLA, on va être dans des températures comprises entre 215 et 220 degrés. Pour une bonne structure, sachant que la plage acceptable est comprise entre 190 et 230 degrés Celsius. Pour l'ABS, on va être un tout petit peu plus chaud à 250 degrés Celsius avec un plateau chauffant entre 80 et 100 degrés. Pour la SLA, ça sera à température ambiante, la résine n'a pas besoin d'une température spéciale pour être polymérisée par les lampes UV. La fibre de lin va être mise en œuvre avec du PEG pendant à peu près 1h30 à 80-100 degrés. Une bonne prise entre matrice et fibre. La fibre de carbone, elle, va cuire pendant environ 4 heures à 140 degrés, puis 1 heure à 180 degrés. Les deux composites vont se faire alors cuire dans des autoclaves à pression et température contrôlée. Comme vu précédemment, le cadre va être mis en œuvre dans un moule, ici on l'a choisi en acier. Il est composé de deux parties qui s'assemblent autour du cadre. La résine époxy va entrer par l'avant du vélo sous l'effet de l'aspiration. Cette aspiration va se faire par deux pompes à vide situées au niveau de la selle et aussi du bas du vélo. La résine va imprégner lors de son passage toutes les fibres de carbone et les bulles d'air vont se voir aspirées par les deux pompes à vide pour être évacuées car toute bulle d'air va fragiliser le composite. Une fois fini, on va usiner la pièce pour retirer la matière en excès. On va reprendre le même procédé pour les pédales et les manivelles du vélo qui seront cette fois-ci en fibre de lin. Les trous que vous avez pu voir sur les deux différents moules sont ici pour permettre la fermeture efficace de ces derniers. Quand on fait une analyse de masse sur le logiciel CATIA, on tombe sur une masse de 13,7 kg.
En décomposant chaque pièce par rapport à sa matière, on peut retrouver le prix de revient brut de chaque matière. Donc pour les 5,3 kg du cadre, on est à 156 €. Pour la fourche qui fait 1,4 kg de carbone époxy, c'est 42 €. Pour le guidon en lin de 500 g, c'est 17 €. Pour les pédales en lin, c'est 14 €. Pour tout ce qui est système de roue, on va monter à 139 € de PLA. Pour la selle qui fait 300 g, 15 €. Et enfin, pour faire les deux pneus en ABS, 32 €. Donc si on fait la somme de tout ça, on obtient 415 € juste pour les matériaux. Donc c'est en effet une forte somme ne prenant pas en compte les coûts de fabrication ou même l'amortissement des machines. Au niveau des roues sans moyeu, tout repose sur l'accroche de l'intérieur de la roue avec le cadre grâce aux rainures qui sont présentes sur la jante. Pour permettre la rotation, on utilise des roulements pour éviter les frottements qu'ils vont avoir entre la roue et le cadre pour maintenir la rotation. Donc la roue sans moyeu permet une réduction des masses non suspendues, une réduction des forces, des contraintes et des efforts parasites, une précision lors du guidage, une réduction des vibrations, une amélioration du confort, ce qui permet aussi de donner des perspectives de développement des facteurs de progrès, et enfin ça rend plus esthétique le vélo. Dans ce vélo, tout ne pourra pas se faire en polymère ou composite. Les pièces comme les roulements à billes, les inserts au niveau des liaisons pivots et même les freins ne pourront qu'être qu'en métal ou céramique. Donc tout sera conservé sauf au niveau des freins vu que c'est un vélo à pignon fixe. Le fait d'arrêter de pédaler stoppera le vélo. Finalement, nous obtenons un vélo qui pèse 13,7 kg, ce qui est plus léger que les vélos classiques qui, eux, peuvent peser en moyenne entre 16 et 18 kg. Donc cela permet d'augmenter l'aérodynamisme de notre vélo tout en conservant une certaine rigidité. Nous avons choisi de davantage miser sur les performances du vélo au détriment du coût. En effet, nous avions un prix de revient de 442 €, ce qui est beaucoup plus cher que les vélos classiques, et cela peut s'expliquer par le coût élevé de la fibre de carbone. En effet, la fibre de carbone est 20 fois plus chère que la fibre de lin ou 5 fois plus chère que l'aluminium par exemple. On a donc une perte économique. Et bien que nous ayons apporté un gain écologique au vélo grâce à la fibre de lin ou au PLA, nous n'avons pas pu faire un vélo entièrement recyclable. Parce que nous avons davantage misé sur le fait que notre vélo avait de bonnes performances. Finalement, nous avons pu respecter notre cahier des charges. Nous avons pu concevoir un vélo en remplaçant le plus de pièces par des polymères. Nous avons pu réaliser un vélo qui subissait moins les vibrations, qui avait une meilleure aérodynamique, qui était plus résistant au choc et plus léger, tout en conservant une certaine rigidité. De plus, nous avons fait en sorte que le vélo soit confortable, durable et qui peut résister à l'usure des kilomètres. Et nous avons fait en sorte d'avoir des roues increvables. Et nous avons tenté de conserver l'esthétique de notre vélo. Par contre, le désavantage que nous avons est par rapport à la fibre de carbone qui va subir des chocs invisibles. C'est-à-dire que le cadre va subir des chocs qui ne vont pas être visibles à l'œil nu, car les fibres de carbone vont se casser à l'intérieur. Et c'est un petit peu problématique car il est difficile de voir si le cadre est encore en bon état ou s'il faut le réparer.